Bonjour chers compatriotes, bonjour partout où vous êtes. C'est encore une fois moi votre fils Joseph qui vient pour poursuivre l'analyse que nous avons commencé la fois dernière dans d'autres vidéos sur la situation politique en République démocratique du Congo. Donc je vais ici aller tout droit pour parler de la situation critique avec évidemment ces coalitions qui se font et qui se défont au détriment de l'intérêt général du peuple. Vous êtes vous-même témoin de ce qui se passe à l'Assemblée nationale en termes de corruption. Il y a une montée de corruption et tout le monde en parle maintenant. Et les faits sont palpables. L'honorable Nemba, lorsqu'il a dénoncé avoir perçu de l'argent avec d'autres pour déboulonner le bureau Mabunda, juste après, il y a eu des langues qui se sont liées, eh bien pour dire que non, Nemba est un comédien. Et alors, je ne sais pas depuis quand Papa Nemba devient comédien, mais bon, un papa que je respecte, hein, Papa Molière, qui nous a toujours informé dans son émission sur la situation concrète, hein, la situation de nos compatriotes au quotidien. Donc, il y a cette montée de la corruption, une corruption organisée, hein, politiquement organisée, et même institutionnalisée, systématisée. Et c'est dommage, au détriment, justement, au détriment du peuple. Hein. C'est-à-dire que pendant que le peuple n'a pas d'électricité, n'a pas à manger, pendant qu'il a faim, pendant qu'il meurt sans cesse dans l'est de notre pays, hein, avec ces tueries à Defnalou, dans une région où il y a même le plus de militaires, je pense, au monde, hein, avec un contingent des Nations Unies le plus important de l'histoire même des interventions des Nations Unies dans des pays en crise. Et il me semble qu'une trentaine, hein, dans l'Est, autour de Béni, c'est une trentaine de généraux de FARDC et un nombre important de militaires congolais, mais n'empêche que la crise continue, n'empêche que la situation ne change pas, n'empêche que le paysan de Beni et de Butembo ne peut pas tranquillement vaquer à ses occupations, et donc la situation monte. Et alors qu'à Kinshasa, c'est la bagarre autour des postures politiques, c'est des coalitions, c'est la polémique, c'est le tribalisme, c'est le militantisme sauvage. Et donc, c'est déplorable. Alors, comme tout fils du pays, bah, je me suis dit que je commencerai à faire de temps en temps une petite réflexion sur une mise au point, hein, sur la situation politique dans notre pays. Et donc, il y a eu, tout le monde le sait, cessation de l'accord FCC-CACH, et depuis un certain moment, mise en place des moyens, et cela avec la nomination donc, de Bahati Lukwebo comme informateur, et donc mise en place des moyens pour permettre une nouvelle coalition, c'est-à-dire l'Union sacrée, qui va impliquer des accords avec des partis politiques qui vont se partager le pouvoir, partager des ministères. Et c'est pour cette raison, pour cette simple raison, que vous voyez une sortie, une défection massive dans les rangs du FCC pour intégrer vite, hein, elle va vite, hein, intégrer l'Union sacrée, car c'est la nouvelle entreprise politique, hein, c'est la nouvelle mangeoire, hein, la mangeoire nationale, voilà, c'est de ce côté-là, donc il faut aller là-bas pour continuer à faire souffrir le peuple, pour continuer à voler, à détourner, à escroquer, à s'enrichir au détriment des pauvres citoyens qui sont condamnés à vivre toute forme de précarité. Donc, alors, parce qu'il s'agit de la crise qui a toujours été là, hein, si vous vous suivez bien, hein, qui a toujours été, nous avons toujours été en crise dans notre pays, la République démocratique du Congo, mais
Et là, ce n'est qu'une phase hein, de cette crise, mais une phase quand même la plus inquiétante quand même de l'histoire. Dans le sens qu'elle nous rappelle ce qu'on a vécu au début. Alors, dans l'une des vidéos, j'ai montré dans quelle mesure, eh bien, nous étions en train de traverser, de revivre exactement la situation politique des années 60, avec la polémique Kasavubu, Mobutu, Mobutu, Kasavubu, laquelle polémique s'est terminée par le coup d'État de Mobutu. Non, non, Kasavubu Lumumba, Lumumba Kasavubu. Hein, et après, avec le coup d'État de Mobutu, lequel coup d'État nous a imposé de vivre une situation politique inédite, hein, vraiment une situation politique de dictature, de bras de fer, qui nous a tellement mis dans des difficultés politiques et surtout économiques, que jusqu'ici, les séquelles sont là, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas facilement à nous en sortir. Car la destruction des infrastructures, la destruction de la situation politique en général, la destruction du pays était telle que, franchement, il faut aujourd'hui des gens assez compétents, hein, des gens assez voyants, des dirigeants assez, en tout cas mieux placés, à même, hein, c'est-à-dire avec une vision, à même d'apporter quelque chose pour changer, d'engager ce pays, ce vieux grand pays, la République démocratique du Congo, sur la voie des réformes majeures, et lesquelles réformes vont peut-être, hein, en tout cas, faire sortir le pays de cette crise dans laquelle il a toujours été plongé. Donc, parce qu'il s'agit de la crise et il faut parler de la crise, ben, écoutez, l'actualité c'est l'union sacrée. Mais c'est quoi l'union sacrée? Ben, l'union sacrée, indépendamment de l'idée, qui peut être bonne, mauvaise, je pense que même l'expression union sacrée, qui est d'ailleurs une expression de la politique socialiste française, hein, des années, après, comment ça s'appelle, là, il y a eu union sacrée à l'aube de la guerre, la Première Guerre mondiale en France. Il y a eu coalition, les socialistes ont mis en place ce qu'on appelle l'union sacrée. Et voilà, nous avons pris l'expression tant telle, voilà, nous aussi, nous faisons l'union sacrée. Ça a été l'union sacrée française, dans le contexte français plutôt, ça a été une union sacrée pour le Parti socialiste, hein, en vue d'éviter la guerre France-Allemagne. Voilà. Donc, bon, nous pouvons dire que là, dans le contexte congolais, nous étions, on va dire, à peu près dans une situation, on dirait une situation de guerre, mais bon, je ne sais pas, hein, mais bon, bref, n'empêche que l'union, l'expression union sacrée n'est pas une invention des Congolais. Union sacrée est une invention française. C'est le Parti socialiste français dirigé par Jean Jaurès, voilà, qui a initié une union sacrée, avec une idéologie d'éviter une guerre frontale et militaire avec donc l'Allemagne. Ok. Donc, dans le contexte congolais, qu'est-ce que cela veut dire? Le contexte congolais, qu'est-ce qu'on voit? On voit des alliés. Des partis qui viennent pour se partager le pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, pour se précipiter parce que c'est la nouvelle mangeoire, hein, c'est-à-dire ceux qui ont des dossiers veulent se couvrir, veulent chercher un soutien et qu'on sort, ça ne nous étonne pas, c'est le propre bien, des politiciens congolais. Ils sont comme ça, ils ne changent pas et c'est pour ça que le problème crisique dans notre pays n'évolue pas lui non plus. Et dans les rangs, ou parmi ceux dont on a entendu citer le nom, et qui devaient intégrer ou être des acteurs majeurs de l'Union sacrée, il y a aussi Roger Lumbala. Enfin, est-ce qu'on entendait? On entendait parler de Roger Lumbala, mais qui
malheureusement, est aux arrêts ici et en France, hein, à Paris, pour des raisons de faits, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et le connaissant, qui ne connaît pas Roger Lumbala, ça a toujours été un acteur politique belliqueux, hein, il a toujours été du côté de ceux qui prennent les armes pour, soi-disant, revendiquer la démocratie. Mais je pense qu'il s'est mis dans les têtes de nos hommes compatriotes un certain système qui pense et qui fonctionne bien, hein, au final, qui fonctionne très bien, qui pense que intégrer une armée, créer une rébellion, créer une milice, tuer les gens, faire euh, faire déplacer les gens, faire vivre la misère aux gens, est une voie facile pour accéder au pouvoir. Ça n'est pas pour accéder au pouvoir, mais pour pouvoir avoir ne plus qu'un poste, hein, une responsabilité politique. C'est devenu un système. C'est dommage, c'est déplorable, mais réel. Donc, Roger Lumbala arrêté pour les faits qui sont tout à fait justifiés, hein, parce que dans l'Ituri, c'est fui un chef de guerre à la tête d'un mouvement. Et il a intégré pour la dernière fois dans cette série, il a intégré le M23, dont on sait aussi les hostilités, les crimes reprochés et tout ça par le rapport mapping. Donc, nous saluons ceux qui ont initié ces investigations mapping. Et là, je vois le docteur Mukwege, en tout cas, bravo pour avoir incité à justement l'application par les Nations Unies, par tous ces pays défenseurs des droits humains, eh bien, inciter à l'application de ce rapport qui va quand même, qui va peut-être régler ou essayer de régler le problème d'impunité en République démocratique du Congo. Donc, nous disons que l'Union sacrée recrutait déjà Roger Lumbala, mais autour de l'Union, enfin, dans l'Union sacrée, il y a des cas. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous posons cette question de savoir si l'Union sacrée va être effectivement une solution au problème qui se lève. Jamais. À mon sens, jamais. L'Union sacrée est une distraction autre que d'autres distractions existant déjà dans notre pays, d'autres distractions politiques en fait. Ça sera une coalition avec un partage de pouvoir et tout le monde n'a pas la même vision. Et le professeur Mbata, que je respecte beaucoup, a répondu à une question posée par une dame il y a une semaine là sur une chaîne de télévision. Laquelle dame lui disait, mais est-ce que le FCC, l'Union sacrée ne serait pas une espèce de machine à laver pour blanchir tous ceux qui sont... et comment pensez-vous vous en sortir avec une telle diversité, hein? Qu'est-ce qui vous garantit que toutes ces personnes qui viennent adhéreront effectivement à la vision du chef de l'État? Et le professeur Mbata, professeur de droit constitutionnel, aussi bien au pays qu'en Afrique du Sud, hein, sur ce point de vue, c'est un grand, mais qui répond quand même d'une façon tout à fait superficielle, hein, un peu. Elle dit maintenant, madame, ils vont se convertir. Hein, nous ne pouvons pas, alors exactement ceci, que nous ne pouvons pas non plus leur interdire à quelqu'un de se convertir. Mais monsieur le professeur Mbata, nous ne sommes pas dans la religion, nous ne sommes pas dans une église. La RDC n'est pas une église, même si, nous avons une tendance politique aujourd'hui qui fait recours à des cultes pour essayer un peu de spiritualiser une situation politique qui est corrompue, hein, extrêmement corrompue, hein, pour essayer un peu de pallier, donner une couleur spirituelle, essayer de chercher d'excuses en organisant des séances de prière, de culte, mais ça ne sert à rien si l'homme n'est pas converti. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est du cinéma. Donc, professeur Mbata, la conversion en politique,
est une denrée rare. Peu sont des personnalités qui arrivent à changer d'opinion, qui arrivent à reprendre, hein, à avoir conscience et qui arrivent à changer de pratique. Rares sont ces personnalités. Et je ne pense pas, connaissant les Congolais, je ne pense pas que les hommes politiques congolais peuvent du jour au lendemain changer de camp et changer et se convertir, soi-disant, pour être... Mais non, je ne pense pas. C'est pour cela, c'est-à-dire pour cette raison que je pense que le changement viendrait peut-être par à travers le changement de la classe politique, par je pense le changement de la génération politique. Je pense qu'en politique, on a besoin de respirer, d'avoir des idées nouvelles. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les mêmes, en fait. Nous ne pouvons pas changer avec les mêmes. Ça peut arriver, mais c'est rare. Avec une même classe politique, avec les mêmes visages, avec les mêmes personnes, avec les mêmes noms, depuis l'indépendance jusqu'à... Ceux qui sont partis, ceux qui ne sont plus sur la scène politique sont morts. Mais on ne peut pas avoir un homme politique congolais à la retraite. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas avancer de cette façon-là. Donc, au professeur, grand professeur de droit constitutionnel, le professeur Mbata, en tout cas, je dirais que non, je ne suis pas d'accord qu'il soit vraiment converti, tous ces malfaisants, corrompus, qui aujourd'hui vont intégrer l'Union sacrée, sachant que de toute façon, le président de la République non plus, avec l'Union sacrée, n'a pas le choix, n'a pas autre choix que d'ouvrir les portes à tout le monde. Mais je pense que même dans ces partis, hein, d'où proviennent donc ces personnalités, il y a d'autres personnes, il y a d'autres visages, voyons la jeunesse qui est derrière, qui rajeunissons aussi une classe politique. C'est pas un péché d'écouter aussi ces nouvelles initiatives, voilà, venant de nouvelles générations, des gens qui pensent autrement. Si nous prenons le profil Bahati Lukwebo, informateur du président en vue de la mise en place de l'Union sacrée, mais Bahati Lukwebo, c'est une personnalité politique dont on a toujours entendu le nom, qui a toujours été ministre, qui a toujours été à des responsabilités, depuis Mobutu. Bahati Lukwebo n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas le président Kabila qui a fait de Bahati Lukwebo Bahati Lukwebo. Mais il a toujours été. À un certain moment, on donne. Eh bien, on arrive au bout. À un certain moment, on n'a plus rien à donner. Le contexte change. La pratique politique aussi, elle change aussi. Les enjeux changent. Le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Zaïre de hier. Le peuple congolais d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Enfin, un peuple est de plus en plus éveillé. Avec la révolution du numérique aujourd'hui, il y a des idées qui se partagent. Le monde est devenu un grand village. Donc, tout est médiatisé, tout ça, il n'y a plus de secret. Tout est balancé. Les accords cachés sont balancés. Tout le monde est au courant de tout. Donc, je crois que dans ce contexte-là, il nous faut des personnes qui sont de ce contexte-là. Mais voilà. Cela pose encore problème dans notre pays. Donc, ceux qui vont intégrer l'Union sacrée vont intégrer l'Union sacrée. Déjà, ça me prendra du temps. En attendant, le peuple a faim, le peuple n'a pas à manger. Il n'y a que des hommes politiques qui ont leur salaire, qui vivent bien, à qui on promet des voitures, à qui on donne de l'argent. Le Parlement est devenu un lieu de corruption par excellence, hein, lorsque ceux-là même qui sont censés combattre la corruption, qui sont censés être le modèle, là, en fait. Ceux-là même qui sont censés vivre selon une certaine exemplarité, eh bien, lorsque ceux-là même sont dans la pratique même des antivaleurs, et le disent, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, et le disent tout haut, voilà, et tout haut, voilà, nous avons perçu tel, on nous a promis ça, après que les gens viennent après dire non, tel est fou, tel est comédien, après, n'empêche que
la phrase est sortie, les informations sont sorties avec des gens cités, voilà, voilà. Donc, c'est ça le danger en fait. Nous devrions plus nous préoccuper de la corruption, de cette pratique de la corruption, que nous préoccuper des individus, tel a fait ça, tel a bloqué, et tout ça. Donc, voilà. La situation aujourd'hui, elle est une situation critique, et qu'est-ce que je propose? Il y aura union sacrée. Je voudrais que le président de la République, cette fois-ci, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, mette en place, je voudrais que le président mette en place une stratégie claire de lutte contre le détournement et la corruption. Mettez les gens qu'il faut à la place qu'il faut, s'il vous plaît. Car le peuple en a marre. Jusqu'ici, le peuple n'a encore rien vu. Tout est détourné. Tout est détourné. Tout est détourné. Au profit des hommes politiques, au profit de ceux qui sont à des postes de grande responsabilité. Une bonne stratégie de lutte contre la corruption. La deuxième chose, le social. Je ne veux pas ici faire la morale sociale aux gens de l'UDPS, normalement. Donc, je ne suis pas, mais quand même, au vu de la souffrance de notre population, au vu je pense qu'on a besoin des bons acteurs, des acteurs vrais. Car s'il est vrai que c'est l'accord FCC-CAJ qui bloquait le gouvernement actuel, ou le président de la République, dans sa tentative de matérialisation du projet sur lequel il a été élu d'ailleurs, et donc dans la matérialisation du projet pour le bien-être du peuple, et maintenant il est libre. C'est lui qui mène le jeu maintenant. C'est lui le président de la République. C'est lui et lui seul qui décide de qui a quoi comme responsabilité, qui assume quoi et qui mérite quoi dans cette nouvelle coalition Union Sacrée. Voilà pourquoi il n'y a plus d'excuses. Nous sommes en 2021. 2023, c'est dans pas longtemps. Donc il n'y a plus d'excuses, Monsieur le Président, la question sociale. Et cette question sociale, on la règle mal. J'ai toujours été contre la construction des maisons préfabriquées. Déjà, maisons préfabriquées. Est-ce que le Congo a besoin des maisons préfabriquées? Bon, je ne sais pas, cette idée elle vient d'où? Une idée déjà corrompue à la base. Une maison préfabriquée, bon, voilà. Y compris, même pas, en ce qui concerne les sauts de mouton, c'est du gaspillage. On n'a pas besoin des sauts de mouton pour l'instant. On a besoin des routes, des bonnes routes. On a besoin de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai une idée. J'avais fait des propositions, une dizaine de propositions, que j'avais formulées dans un document que j'ai envoyé à des partis politiques. J'ai écrit même à la primature. Je ne sais pas s'ils ont reçu le courrier, tout ça. Vous savez que dans notre administration, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'accusé de réception, ce n'est pas grave. J'ai demandé que dans l'Est du pays soit construit un centre de formation militaire dans l'Est. Vous savez, par exemple, à Béni, vous mettez un centre de formation militaire avec des instructeurs chinois ou russes, comme on veut. Ce centre de formation va nous permettre d'avoir des militaires qui maîtrisent le lieu. Donc, ils sont formés sur place pour mener la guerre sur place, dans les mêmes forêts. Donc, ils ne sont pas des militaires qui viennent de... Vous savez, le pays est un continent. Lorsque vous prenez quelqu'un du Kasaï, ce n'est pas la forêt. Du Kasaï, c'est une région, c'est la savane. Hein. Et vous l'amenez dans une forêt, faire la guerre dans une forêt, ça fait peur. Il n'a jamais vu
une forêt. Donc vous l'amenez là-bas, avec des collines et tout ça. Voilà. Pourquoi nous perdons dans l'Est du pays? Ça, c'est sur le plan stratégique et sur le plan militaire et tactique. Pourquoi nous perdons? Parce que ceux qui font la guerre là-bas sont déjà dépaysés, mais ils ne comprennent pas la guerre dans des collines, dans des rues, dans des forêts, derrière les arbres, tout ça. C'est des pratiques de guerre dont ils ne sont pas informés, ils ne sont pas assez mieux placés, même s'ils sont congolais. Vous prenez quelqu'un qui est né à Lubumbashi et vous l'amenez à Béni, c'est un étranger, il a 1 ou 2 ans pour pouvoir maîtriser le terrain, alors que ceux qui font la guerre là-bas, ce sont fils de là-bas. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que nous devrions créer un centre de formation. J'ai entendu que, pas une école de formation, oui, on peut dire ça, une école, mais pourquoi pas une base militaire? Dans l'Est, c'est-à-dire à Béni, où des jeunes vont être formés et recyclés sur place pour sécuriser la région. Car je pense que c'est comme ça qu'on va former des soldats capables d'affronter le même, parce que le problème de l'insécurité, nous l'avons toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous l'avons au même endroit. Pourquoi n'est pas formé pour résoudre le problème sur place, le problème local? Voilà ce que moi je pense. Au lieu d'amener des gens de Kitona, de Kabeaka Mwanga, ils ne comprennent pas le temps qu'ils comprennent le milieu et tout ça, c'est trop tard. Hein. L'ennemi prend le dessus et puis voilà, les ADF sont habitués avec cette forêt-là. Ils sont là-bas, ils sont de là-bas. Ces ADF et compagnie. Voilà, ça c'est la première proposition. La deuxième proposition, encourager et appuyer, soutenir, je voulais, la force de défense autochtone. Parce que je vois dans des vidéos, et là je vais citer la voix du Kivu, qui montre qu'il y a des groupes Maï qui défendent et qui se battent, et qui s'en sortent même mieux que les FARDC. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont du coin, sont fils de là-bas, ils connaissent là. J'ai suivi dans une vidéo un chef Maï, je ne sais pas quel groupe, dernièrement, interviewé. Vous savez, depuis Colonel Mamadou, il existe maintenant une pratique où les soldats mènent des opérations tout en se filmant à eux-mêmes. Et on est informé. Alors, le général dit, mais écoutez, nous, on est ici, on se bat pour que alors, une force qu'ils appellent rwandaise, bon, j'en sais rien, que les Rwandais rentrent dans leur pays, mais nous avons entendu le gouvernement en vain, car il n'y a eu aucune réaction de Kinshasa, et donc voilà pourquoi nous avons pris les armes pour faire cette guerre. Mais ceux-là, je pense que les Maï dans l'Est du pays sont un atout. Le gouvernement pouvait s'appuyer sur cette force locale, cette force autochtone, pour pouvoir mener ensemble, aux côtés des FARDC, eh bien, cette guerre. Et je pense que de cette façon-là, nous pourrons espérer une solution. C'est-à-dire, je me reprends, former sur place, créer un centre à Béni, la ville de Béni, un centre de formation militaire, où tous les FARDC passent par là. Ils passent par là pour s'enquérir de la situation et puis se familiariser avec le milieu qui est déjà un milieu hostile. Hein, Et puis s'appuyer sur les forces ces groupes de défense civiles et locales pour faire la guerre. Parce que ces groupes-là semblent être dynamiques dans le sens où ils se battent chez eux et ils maîtrisent mieux bien ce milieu-là, c'est-à-dire la partie est de notre pays, que quiconque, que n'importe quelle école congolais qui viendrait, je ne sais pas de quelle province. Voilà ce que je propose comme. Et puis, le social des militaires. Lorsque vous envoyez les militaires au front, pensez à leur social. Quand nous entendons parler des millions détournés, pourquoi ne pas investir dans l'armée? Investir, faire de l'armée une priorité des priorités. Commencer par l'armée.
C'est comme le ministre Sélé, qui disait que quand je donne la paix, je commence par l'armée. Je crois qu'on devait commencer par l'armée. Ces pays qui sont calmes, même le Rwanda commence par l'armée. L'armée est une priorité. C'est-à-dire, lorsque vous ne prenez pas l'armée comme priorité, eh bien, vous finissez, vous êtes condamné à vivre toujours dans une situation d'insécurité qui ne s'arrête pas, qui ne trouve pas de solution, qui ne se termine pas. Pourquoi? Parce que vous faites de l'armée, euh, comme pour utiliser l'expression de Mobutu, utilisée pour les enseignants, le cinquième pneu de réserve. Voilà, le cinquième pneu de réserve. Non, l'armée est une priorité. D'abord l'armée. Nous sommes un État parce que nous sommes capables de nous défendre, parce que nous sommes souverains. Nous sommes souverains parce que nous avons un territoire, un peuple, voilà, une sécurité, une présence de l'État. L'État, c'est l'État de droit. C'est un État, voilà, une entité où les citoyens se sentent libres de s'exprimer, libres de travailler, libres enfin, c'est un État où les libertés des individus sont garanties. C'est pas un État où, par exemple, une chanteuse compose son morceau, alors il n'a cité personne, bah, se retrouve quand même dans un cachot quelque part. Oui, non, ouais, on insinue que vous avez cité le chef de l'État. Non, c'est pas un État où vous avez des pratiques comme ça. C'est un État où les individus sont libres d'exprimer ce qu'ils pensent. Par exemple, dans ma vidéo, comme voilà tout à l'heure, maintenant, je suis en train de parler de mon pays et je donne des propositions. Par exemple, la proposition militaire telle que je viens de la donner pour l'Est de notre pays, c'est-à-dire créer un centre militaire, un centre de formation local, s'appuyer sur la force de défense locale pour pouvoir résoudre le problème. Et je pense qu'on résoudrait le problème. Les Maï sont là, s'appuyer sur les Maï. Ne jamais considérer les Maï comme des ennemis, parce que bon, s'ils arrivent à poser des actes, voilà, parfois contre le bien-être du peuple, je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas payés, ils sont pas encadrés. Voilà le mot qu'il faut. Il faut les encadrer. Encadrer les Maï et puis créer un centre de formation au cœur même de la région où se pose le problème de crise, le problème d'insécurité. Voilà. Donc, pour me résumer et terminer par là, par cette idée. Et donc, l'union sacrée n'est pas d'emblée, n'est pas une solution automatique, mécanique. Jamais. Car l'union sacrée est un rassemblement, un regroupement un peu qui fait peur, hein, que dans les diversités avec des personnes. On ramasse n'importe qui, enfin, c'est-à-dire n'importe qui se retrouve dans l'union sacrée. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu les opportunités hier ont l'occasion pour s'intégrer, pour avoir les postes de responsabilité qu'ils ont ratés avec, voilà, au début, c'est-à-dire avec le gouvernement qui va sortir. Donc, ce n'est pas la solution magique, ce n'est pas la solution miracle, mais je pense que si le président de la République y met un peu plus de rigueur dans la sélection déjà, et sur ça, je ne suis pas d'accord que l'informateur déjà soit bas, mais c'est pas grave, c'est pas à moi de désigner qui, mais que qu'on le fasse attention quand même que l'union sacrée ne soit pas pire que l'accord et que le FCC cache. Parce que de toute façon, autrement, 2023 jugera. Hein, jugera. Donc il reste, est-ce qu'on continue avec l'Union sacrée ou avec l'UDPS, ou est-ce qu'on change de parti, ou est-ce qu'on donne aussi, parce qu'on n'est pas obligé de garder comme ça un régime qui n'a pas apporté quelque chose, qui n'a pas fait ses preuves, et puis le garder, parce que non. Donc, je crois que de toute façon, si ça ne va pas, 2023 sera un lieu de jugement qui donnera une réponse qu'il faut aux problèmes
voilà, aux problèmes qui sont toujours les nôtres. Voilà. Donc, nous en sommes là, avec une union sacrée, qui nous mélange tout le monde. Voilà. Le peuple souffre, le peuple a faim, le peuple, les classes politiques, le matin, étaient à gauche, le soir est à droite, avec des députés sans conscience. Donc voilà, cette classe politique. C'est dommage, mais bon. C'est la place politique qu'on a. Et donc c'est dommage pour le peuple congolais. Mais bon. Et bien voilà. Donc voilà ce que j'avais à analyser aujourd'hui en ce qui concerne la situation politique dans notre pays. Je vous souhaite une belle année 2021 malgré les difficultés sanitaires, politiques, sécuritaires, économiques vécues tout au long de l'année qui vient de se terminer, de l'année 2020. Et j'adresse mon message de condoléances, de soutien à la population de Béni, dans l'est de notre République, qui continue à être victime de harcèlement militaire, de tueries, de massacres par ces groupes négatifs, hein, ces groupes armés négatifs qui font encore la loi dans l'est de notre pays à cause tout simplement de l'impuissance de l'État congolais, à cause du manque d'une stratégie claire et sincère, eh bien, de la part de ceux qui nous dirigent, ceux qui détiennent le pouvoir de décision, eh bien, dans notre pays, tout simplement. Les massacres se perpétuent sans cesse, se perpétuent et ont tenu domicile dans l'est du pays parce que nos dirigeants sont faibles. C'est tout. Parce qu'il nous manque une vision claire, une vision à même de régler ces problèmes, qui peut être réglé, voilà, qui est un petit problème, hein.